Bon, bonjour, bienvenue à tous. On va commencer avec un petit peu de retard à cet AgriPitch, troisième du nom. Donc bienvenue dans l'AgriPitch Traçabilité Solutions pour la mise en relation et la commercialisation au sein des filières et plateformes collaboratives. J'ai hérité de l'AgriPitch avec le titre le plus long, comme vous pouvez le constater. Mais ça va être bien plus simple que vous l'imaginez à travers ce titre. On va parler d'économie collaborative essentiellement. Et également d'un logiciel de gestion pour les domaines viticoles qui va vous être présenté par Gomboc. On verra ça ensuite. Voilà. Donc moi, c'est la troisième année des Aconex, c'est la troisième année que j'ai l'occasion d'animer ces pitchs et ça me fait toujours aussi plaisir. Surtout que maintenant, je peux prendre un peu de recul et je peux me rappeler qu'en 2015, on avait invité du coup la startup Winat, donc via Jérôme Leroy. Et depuis, on a pu mesurer les progrès aussi qui ont été faits par une entreprise comme Winat, qui est devenue maintenant une référence dans son secteur, qui a pu participer à un certain nombre de tournées américaines, qui se développe. Et voilà. Donc aujourd'hui, c'est aussi vous dire que quelque part, vous allez donc avoir des start-upers, des entrepreneurs qui vont vous présenter leurs solutions. Mais derrière ça, il y a la perspective et l'envie et le souhait de voir ces entrepreneurs pouvoir porter des projets qui vont vraiment émerger et qui, peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, seront installés, créeront une filiale aux États-Unis, etc. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Également, l'an dernier, on avait reçu Carbon Bee avec Colin Chavalier, que j'ai croisé tout à l'heure, et qui, pareil, se développe aux États-Unis. Donc voilà, ici, si vous voulez, là, sur cette estrade même, vous avez, quelque part, on peut parler de piste aux étoiles. Alors, piste aux étoiles, mais pas dans le côté cirque, hein, mais dans le côté, voilà, un peu pitch avec les stars. Hein. Donc on va essayer. Moi, j'ai envie de donner un petit peu d'optimisme dans ce monde cruel qui est celui des startups, comme l'a si bien rappelé en préambule dans l'autre amphi, et qui me vole absolument toute la vedette, Oussama Hamar, et qui disait que toutes les startups échouent. Nous, on va essayer de vous prouver que c'est le contraire, quand même. Donc vous allez écouter nos startups à l'instant. Alors, au jeu des 7 différences, on a donc aujourd'hui 4 startups, mais qui ne sont pas exactement au même stade d'évolution. Donc, on vous précisera aussi, voilà, vraiment des jeunes pousses. Et puis, il y a des entreprises plus établies, enfin, plus établies, on parle de quelques années, mais on aura WeFarmUp via Mélanie Lacombe qui sera présentée, donc qui a déjà un certain historique dans son domaine. Et donc, qui commencera cet AgriPitch. Ensuite, nous aurons Gomboc Solutions, donc, qui sera présenté par Julien, et donc il vous dira tout sur le mystérieux nom qui se cache derrière Gomboc, qui a une signification plus qu'ésotérique, plus que philosophique, et qui justifie l'ensemble de son projet derrière, et qui ne travaille pas dans l'économie collaborative, mais plus dans un logiciel de gestion, et il vous expliquera tout ça. Ensuite, nous aurons, et pour finir, 2 startups dont le business model tourne autour de l'économie collaborative et du terroir, mais 2 business models tout à fait différents. Donc on aura Mobo Terroir par Thomas Graffin et Locomiam par Eric Brandenburg. Voilà. Donc je ne vais pas monopoliser la parole parce qu'en plus le temps est compté. Donc les startups vont présenter leur projet et ensuite on aura un temps d'échange global où vous pouvez poser leurs questions sur l'ensemble des pitchs qui ont été menés par mes camarades. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Je voulais vous dire honneur aux femmes. Donc Mélanie, c'est à toi de commencer ce pitch. Merci. Bonjour à tous. Ouais. Du coup, moi, je vais commencer en fait pour parler de l'économie collaborative. C'est vraiment, tout le monde connaît Airbnb, Drivey ou encore Blablacar. Le but, c'est vraiment de pouvoir référencer des choses qu'on n'a pas forcément l'utilité tout le temps. Blablacar, on a une place à côté de soi, on va pouvoir l'utiliser parce qu'un convoi en a besoin. Airbnb, c'est exactement la même chose. On va pouvoir louer son appartement ou encore Drivey, une voiture qu'on n'utilise peut-être pas le week-end. Nous, au niveau de l'agriculture, on se dit que c'est peut-être l'agriculture qui a inventé l'économie collaborative au final, parce que depuis le XVIIe siècle, l'entraide agricole existe. Donc tous les agriculteurs peuvent travailler, échanger des bras, des animaux, des machines.
Donc c'est vraiment pour nous l'agriculture qui a inventé cette économie collaborative-là. Et WeFarmUp, du coup, permet de faire de la location de matériel agricole, donc pouvoir mutualiser le matériel qui est visible ou invisible. Donc c'est notre but aussi de louer du matériel à proximité. Je vais vous parler un petit peu de l'environnement économique aujourd'hui. Les tracteurs, on peut voir qu'en 20 ans, en fait, le prix d'un tracteur de 150 chevaux a quasi doublé son prix. Une charrue, en 10 ans, a également doublé le prix. Est-ce que la technologie a doublé également? Voilà, ça c'est la question qu'on se pose aussi. De notre côté, on a un prix de revient qui est assez constant, alors qu'on va avoir des charges de mécanisation qui sont à peu près entre 30 et 40% du chiffre d'affaires des exploitations. Ces charges-là sont des charges fixes à 90% du temps. Donc c'est vrai que quand ça va bien, mais quand ça va mal, il y a des questions aussi à se poser dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que WeFarmUp aussi est un outil qui va permettre de pouvoir profiter justement de louer du matériel au lieu d'investir. Donc là, c'est plus pour faire l'historique de l'exploitation. Il y a au XVIIe siècle, l'entraide existe déjà. Le but, c'est pouvoir de faire ensemble avec son voisin de terre. Alors il y a des problèmes, en fait, on va dire, par rapport à ça. C'est que déjà, c'est son voisin de proximité. On va pouvoir louer son matériel, on va pouvoir lui prêter, lui emprunter. Mais peut-être que le matériel qu'il a, ce n'est pas forcément l'outil qu'on a besoin pour nos cultures à nous. Donc le souci va être plus par rapport à ça. Et également, du coup, le matériel va être utilisé en même temps. Donc si on peut aller chercher plus loin, c'est aussi intéressant. Et puis aussi, les historiques, peut-être qu'on s'entend un peu moins avec son voisin parce qu'on lui a prêté un matériel et au final, on n'est pas forcément super content par rapport au retour qu'on a eu. Donc l'entraide existe. Vient également un petit peu plus tard, du coup, les CUMA qui permettent de mutualiser des investissements. Donc les CUMA, c'est vraiment c'est quand même de la proximité, c'est à 10 km quand même des exploitations. Et le but, du coup, c'est de pouvoir mutualiser ces investissements-là par le biais des adhérents. Ce qu'on va rencontrer aussi, en fait, c'est que si au jour d'aujourd'hui, on devait tous commander une voiture, on ne va pas forcément avoir les mêmes envies, les mêmes options qu'on veut prendre, etc. C'est pareil pour la machine. Il faut qu'on se décide sur un matériel, un tracteur peut-être de tête qui va être de 120, 130 chevaux. Et peut-être que moi, je vais avoir besoin d'un tracteur qui est peut-être plus bas, plus haut. Donc c'est aussi compliqué de s'entendre tous ensemble. Si on a une possibilité de location à côté, c'est ça qui est intéressant aussi. Et puis la CUMA, c'est un peu, on l'image aussi comme... je prends le ticket chez le boucher et puis si je suis le 10e, j'ai tous les 9 autres qui vont devoir passer avant moi. Je tombe le dernier jour, il pleut, c'est pas intéressant aussi là-dessus. Il faut qu'on arrive à trouver d'autres solutions pour pouvoir faire nos travaux quand on veut et quand on le souhaite. Donc c'est là que rentre en compte WeFarmUp parce qu'on s'aperçoit qu'en fait une exploitation agricole a une opportunité une multiplicité d'opportunités. Le but, c'est de permettre de rendre visible l'invisible. C'est-à-dire que chaque exploitation, si on arrive à connecter tous les hangars des exploitants, si tout le monde joue le jeu de déposer son matériel sur WeFarmUp, ça va permettre d'améliorer vraiment et de voir tout le matériel qui peut être possible à la location. J'ai un besoin ponctuel, je vais pouvoir choisir parmi toutes les exploitations qui sont connectées, le réseau vraiment WeFarmUp, et de pouvoir louer quand je veux, au prix que je veux et quand je veux. Donc c'est là où WeFarmUp, en fait... devient intéressant, c'est que c'est là la solution à la demande. C'est sans endettement et c'est grâce à un réseau d'agriculteurs de confiance. Le site a 2 ans, on a créé ça en octobre 2015. D'ailleurs, Laurent Bernet était venu, il me semble, à une table ronde. Donc WeFarmUp, c'est quoi? En clair, c'est du matériel qui est déposé sur le site gratuitement. On s'inscrit, on dépose tout le matériel qu'on souhaite gratuitement sur la plateforme. Il y a une proximité. Parce que c'est vrai que c'est bien de connaître son voisin et souvent à 30 km on se connaît. Donc ça permet d'aller chercher le matériel la veille ou le matin et après de le ramener quand on a fini ses travaux. C'est pour un besoin ponctuel. Il y a de la confiance, c'est-à-dire que les utilisateurs sont vraiment qualifiés et vérifiés et évalués auprès de notre équipe par rapport aux inscriptions qui sont faites. Donc on veut vraiment ce réseau de confiance-là. Il y a le point administratif. En fait, on veut vraiment faciliter la vie des agriculteurs, c'est-à-dire que tout ce qui est facture, tout ce qui est contrat d'assurance, tout ce qui est contrat de location, on s'en occupe. Comme ça, l'agriculteur passe moins de temps dans son bureau, c'est ça qui l'intéresse également. Les 2 derniers points qui sont super importants aussi, c'est vraiment le paiement. Le paiement est intégré à WeFarmUp, c'est-à-dire que chaque locataire, s'il veut louer son matériel, il va devoir le réserver et le pré-réserver sur le site.
Donc ça permet d'avoir une assurance de paiement auprès du propriétaire. Donc il y a un gage de confiance dans ce sens-là. Et dès que le paiement est réalisé sur le site, le propriétaire reçoit une notification par SMS ou par mail afin de valider ou de refuser la location. Et toutes ces locations-là, en fait, on a notre partenaire d'assurance, Groupama, qui assure tout le matériel agricole depuis la création de WeFarmUp, ce qui permet d'avoir vraiment un gage de confiance là-dessus. Toutes les locations sont assurées par l'intermédiaire de WeFarmUp, donc ce n'est pas forcément l'assurance du propriétaire, donc il n'y a pas de malus, il n'y a pas de choses comme ça, c'est vraiment une assurance clé en main. L'assurance intègre tout ce qui est bris de machine, absorption de corps étrangers, dommages aux tiers, vol, accident, mais ça c'est vraiment des éléments clés qui plaisent beaucoup aux agriculteurs. Donc ceux qui ne connaissent peut-être pas WeFarmUp, voilà comment ça se présente, c'est vraiment dans l'esprit de l'économie collaborative. C'est que l'offre y est et c'est la demande qui va chercher le matériel qu'il a besoin. Donc il va sélectionner en fait le matériel qu'il recherche dans son code postal. Bon, 31 Toulouse, donc voilà. On va rechercher son matériel et on va pouvoir voir en fait le matériel qui est à proximité de chez nous. Donc ça va être trié du plus petit, enfin du plus proche au plus loin. Donc nous avons ouvert aussi à la prestation, c'est-à-dire qu'on peut louer avec chauffeur et sans chauffeur. Donc ça permet d'étoffer aussi l'offre sur du matériel. Une moissonneuse-batteuse, peut-être qu'on va aller plus faire de la prestation, ça va être un peu plus facile de le mettre en avant sur le site, mais peut-être qu'on va pouvoir faire de la prestation, de la location, d'un des compacteurs. Et bon, vous avez toutes les zones en fait, où le matériel agricole est présent sur le site. Vous pouvez zoomer, vous pouvez aller sur le matériel. Alors comment ça se présente ? En fait, vous avez du coup l'annonce avec les différentes photos. Plus elles sont de qualité, mieux c'est. On préfère toujours un matériel qui est mis en avant, qui est mis en valeur avec ses atouts. Ça va être plus facilement loué. Donc, on peut choisir soit la location, soit la prestation. Il y a des prix donc, qui sont en heures ou en hectares. Et une journée de location égale 8 heures. Donc, on part sur un forfait jour. La personne va choisir son début et le nombre d'heures ou de jours qu'il a besoin. Et il va pouvoir réserver. Bien sûr, on voit qu'il y a l'assurance qui est intégrée et qui permet justement d'être transparent. Il y a la réservation, il y a l'assurance, il y a un total. Et après, la personne paye soit par virement, soit sur carte bancaire sur le site. À partir de ce moment-là, toute l'équipe en fait, se met en avant et envoie du coup le contrat de location. On a lancé une application qui permet de faire l'état des lieux également et qui permet, au lieu d'avoir le contrat papier, de pouvoir prendre en photo le matériel avant que ça parte et au retour du matériel. Chacun peut signer depuis son téléphone, peut signer le contrat de location. Et nous, du coup, on fait les factures et on fait le paiement une fois que la location est terminée. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on a essayé de faire très ludique, très simple, que tout le monde puisse utiliser. Des gens, des fois, cherchent du matériel, donc ils nous appellent. Nous, notre travail, c'est vraiment de trouver le matériel au plus vite. En 48 heures, on essaye vraiment de trouver le matériel parce que des fois, le besoin va être ponctuel. Parce qu'il y a de la panne, parce qu'on a envie d'essayer peut-être une nouvelle type de culture. Donc c'est ça qui va permettre de mettre en avant ces annonces-là. Et là, c'est pour vous faire un petit topo du coup, WeFarmUp est la plus vieille, on va dire, start-up des 4. C'est plus que, à J plus 24 mois, à 2 ans. On compte aujourd'hui 7000 membres et 4500 matériels sur le site. Donc là, c'est quelque chose où on est fier parce que c'est vrai que c'est 2 ans où petit à petit WeFarmUp a augmenté et va encore augmenter. Donc ceux qui n'y sont pas, je vous invite à vous inscrire sur WeFarmUp. Merci. Bonjour. Super. Donc je représente la société Gombox Solutions. On édite un logiciel qui s'appelle Winer, qui est à destination des exploitations vitivinicoles. On va commencer par le qui sommes-nous. Nicolas nous a fait un petit teasing en parlant du gomboc. Alors je vous invite à aller regarder ce que c'est qu'un gomboc. C'est un objet mathématique qui a été découvert il y a moins de 10 ans et qui retourne toujours dans sa position initiale, comme un culbuto, à part qu'il n'est pas lesté. Donc c'est assez intéressant, on retombe un petit peu sur nos pieds. Et effectivement, on a un modèle, nous, économique qui est assez différent du modèle des startups traditionnelles. Parce que comme vous allez le voir, la plupart de nos clients ne sont pas dans le vin. On a beaucoup de clients qui sont notamment dans l'audiovisuel, qui est notre métier principal, et ça représente environ 80% de notre chiffre d'affaires.
Nous, la partie logicielle de gestion viticole, c'est plutôt un coup de cœur. Et on s'est dit qu'il y avait un tel niveau d'équipement qu'on pouvait apporter des solutions innovantes à des clients parce qu'ils partaient finalement de pas grand-chose. Et il y a moins de 50% des vignerons qui sont équipés d'un logiciel de gestion. On s'est créé il y a 2 ans. Et comme je vous le disais, avec un modèle de start-up assez curieux, puisque nous, on gagne de l'argent. C'est-à-dire que nous, on a fait le choix assez curieux, même Facebook ne nous a pas copié, de gagner de l'argent et de profiter de l'argent qu'on gagnait pour développer ces solutions innovantes. Donc les clients Winer, pour nous, c'est de l'investissement. Et c'est de l'investissement où on se donne 5 ans pour avoir la solution qui permet à tous ces clients de mieux travailler, de gagner du temps et de gagner de l'argent. Alors en suivant bien entendu leurs exigences. Et ce modèle économique, ça nous permet d'avoir un outil qui correspond, je dirais, au final à 100% à ce qu'ils pouvaient rechercher et qui dépasse même souvent leurs demandes ou leurs attentes. Notre modèle économique, il est simple, c'est un fee annuel et on a tout compris, que ce soit le support, que ce soit le logiciel, on peut l'installer autant de fois qu'on veut. Il n'y a pas de surprise et le vigneron est sûr de ce qu'il paye avec nous à la fin de l'année. Et on aura environ une vingtaine de clients à la fin de l'année, dont on est très fiers. Lorsqu'on a remarqué, parce on vient du monde de l'audiovisuel, donc il a fallu se former un petit peu aussi au métier. Alors on se rend compte qu'il y a une problématique chez le vigneron, que j'ai essayé de récapituler ici, corréler les actions et mesures sur le domaine à une valorisation avec une prise en compte des contraintes. Alors j'ai détaillé un petit peu tout ça. Les actions et les mesures, c'est toutes les actions qu'ils vont devoir faire et qui nécessitent de plus en plus d'être tracées. Quand on fait une action dans un domaine, quand on répand des produits phytosanitaires, il faut les tracer. Il faut pouvoir les sortir à un ensemble de partenaires. C'est-à-dire que même la mutuelle agricole demande à ce qu'il y ait les calculs d'IFT, donc c'est-à-dire le taux de produits phyto. Les douanes demandent quelle est la quantité de vin dans le stock. Ils peuvent contrôler les vignerons sur des salons. Donc on est obligé d'aller extrêmement loin du point de vue de toutes ces contraintes. Et notre métier, finalement, c'est d'assurer une traçabilité de tous ces éléments-là. Nous, l'idéal à la fin, c'est de savoir que quand on sort une bouteille d'un vigneron, on sache quelles sont les parcelles qui ont été utilisées et à quel taux. Donc on essaye d'avoir une précision, et c'est ce que nous permet de faire un outil intégré où toutes les données sont dedans. Et de plus en plus, comme je vous disais, des contraintes. C'est-à-dire qu'actuellement, 50% des vignerons seulement sont équipés d'un outil. Il est clair que dans les 5 prochaines années, ils vont être obligés de tous faire leur révolution et d'acquérir un outil, car ça ne devient plus possible. Avec les demandes des douanes, avec les demandes des mutuelles, avec les demandes de tout le monde, en fait. Il n'y a pas le choix, c'est-à-dire que les vignerons sont obligés de choisir un outil, et en plus un outil structurant, d'où le choix important d'un partenaire solide, et avec un outil qui leur fait gagner du temps. Alors les contraintes ne sont pas les mêmes en fonction des domaines. Alors ça c'est quelque chose d'important parce que ici vous avez vu ici beaucoup d'objets connectés, vous avez vu beaucoup d'outils d'analyse. Mais en fait dans la viticulture on se rend compte de quelque chose d'assez curieux, c'est que les vignerons sont amenés à prendre des décisions eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est rare qu'un outil, si ce n'est pour savoir qu'il y a une attaque de maladie possible et qu'il faut absolument répandre absolument rapidement des produits phyto, ce qu'on se rend compte c'est leur besoin de décision est totalement différent et il n'y a qu'eux qui sont à même de prendre ces décisions. Il y a des vignerons dans le Bordelais, par exemple, peu importe ce qu'ils ne vendent pas, ce qui compte, c'est que leur domaine soit de plus en plus valorisé. Il y a des domaines où ils se disent « et si moi je sortais de l'appellation, je pourrais faire du meilleur vin et donc peut-être l'exporter à l'étranger ». Donc on a des degrés de décision qui impliquent énormément de données qui viennent de sources différentes. Et nous, un de nos objectifs, c'est d'essayer de recueillir toutes ces données pour donner l'information utile au vigneron quand il en a besoin. Donc une grosse importance avec cette traçabilité. Alors je vais vous donner des exemples en dehors de l'outil de gestion très intégré. Nous, on a aussi des produits qu'on est en train de développer qui nous semblent essentiels pour l'évolution de notre outil et pour encore améliorer le fonctionnement de nos vignerons. Alors on est en train de sortir par exemple une plateforme d'échange qui s'appellera Palmarès Wine, qui permettra l'échange de fiches techniques. Donc ça c'est une grosse problématique, c'est de dire moi demain je suis vigneron et j'ai besoin d'exporter en Suède mes vins.
Alors, on n'est pas dans une problématique de céréalier, là, pour le coup, hein, c'est vraiment typique du métier de vigneron. La question, c'est comment je fais pour avoir mes fiches techniques en suédois? Comment je fais pour m'adresser à des Suédois? Comment je fais pour faire des déclarations locales? Quel est l'organisme à contacter? Et ça, c'est quelque chose qu'on doit être amené à prendre en place. La problématique du vigneron, c'est aussi de faire connaître par le marketing ses produits. Alors pour ça, il faut savoir s'interfacer avec des journalistes. Donc pareil, leur envoyer les fiches techniques, essayer d'obtenir des prix, concourir. Ce qui prend énormément de temps aux vignerons. Et ça, c'est à chaque fois des dossiers extrêmement compliqués à remplir. Donc nous, on va apporter une solution aussi. Et on voit que c'est une solution de vente. Et ce n'est pas une solution qui va être technique dans la vigne. Le deuxième outil, c'est WXF. Alors ça, c'est un petit peu notre cheval de bataille. C'est le Wine Exchange Format. Alors ça vient un peu de notre expérience audiovisuelle, c'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a aucun équipement qui communiquait entre eux. C'est-à-dire que les chaînes de télévision, elles ne savaient pas échanger les programmes, elles n'avaient jamais les mêmes formats. On ne savait pas faire parler deux équipements entre eux quand ils n'étaient pas de la même marque. Et on se rend compte qu'actuellement, dans la viticulture, on a le même type de problématique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas échanger. Quand je connecte un site de vente, le format qui va me permettre de connecter le deuxième site de vente, le troisième site de vente, etc., l'autre fournisseur n'est pas du tout le même et je suis obligé de faire un format différent. Donc ça bride clairement l'expression du viticulteur sur ses ventes. Et ce format, alors qui sera, je vais vous en toucher un petit mot un peu plus, on va sauter un petit peu, va évoluer, c'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de faire que les fiches techniques. Ensuite, il y a l'échange avec les marchés, avec la partie négociation. En V3, on aura les traitements et les mesures. Ça, c'est ce qui nous permettra de nous interfacer avec des outils, des capteurs, des outils experts. Et en V4, on essaiera les dégustations aussi. Donc ça, pour connecter avec un public de journalistes, d'œnologues et toutes ces choses-là. Donc ça fait partie des choses, des outils dont on va avoir besoin de développer. Nous, on essaye de promouvoir ça dans un monde ouvert et de travailler avec les autres éditeurs pour dire il faut aller vers ce type de solution. Et nous, en tout cas, on est prêts à s'y engager. Et ça me semble important. Je crois que, notamment les céréaliers, il y a déjà des mécanismes qui existent de ce type-là. Et c'est vrai qu'en viticulture, on n'a pas. Et c'est extrêmement dommageable. Si la France est le premier pays à le faire, d'ailleurs, ça peut nous aider parce que, comme vous le savez, la viticulture et le vin, il y a une capacité d'export qu'on n'exploite pas à plein régime, notamment parce qu'on ne dispose pas encore de ces outils. Alors, je vais vous parler aussi de Maille Millésime. Alors ça, c'est quelque chose qui viendra un petit peu plus tard, où on essaie de faire un outil de suivi pour les vignerons qui permettra de prévoir et de se fixer des objectifs sur les années qui suivent. La grosse difficulté pour les vignerons, comme je vous disais, c'est de cumuler, de savoir que ce rapport entre la bouteille, la parcelle et le processus qu'il y a eu pour créer cette bouteille. Et ils ont des difficultés, c'est par exemple dire, mais si demain je dois replanter un cépage, quel cépage je dois replanter? Actuellement, c'est un petit peu au doigt mouillé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système qui permet de le faire. Or, avec les assemblages, avec toutes ces choses-là, on se dit, demain on sera capable de faire quelque chose qui reprendra les années précédentes et qui permettra aux vignerons de réfléchir aux objectifs qu'il peut se fixer raisonnablement sur une année suivante. Par contre, quand je dis que c'est un outil expert, nous, on n'est pas expert, c'est-à-dire qu'on laissera la main au vigneron et c'est lui qui ajustera ses chiffres. C'est juste un outil d'aide à la décision. Et ça sera un de nos chevaux de bataille au cours de ces 2 prochaines années. Alors là, vous avez une petite vue de nos interfaces. On les a mis en clair aussi parce que on avait une petite déformation professionnelle, c'est que les outils dans l'audiovisuel sont tous noirs et les vignerons détestent les outils noirs, donc on l'a passé en clair maintenant. Et là, vous voyez un exemple assez la caisse, c'est-à-dire que maintenant, les vignerons qui sont nos clients, sur les salons, ils le font avec des caisses. Ils arrêtent de faire des facturettes à la main, et ils y gagnent énormément de temps, et ça décompte automatiquement les stocks. Et donc, avec un suivi complet. Donc, actuellement, on a une vingtaine de clients, et ce qu'on espère d'ici 5 ans, c'est simplement en faire 100. Et on profite de ces 20 premiers vignerons pour faire un outil top. Le fait qu'on ait un autre métier à côté qui nous permette de gagner de l'argent, de ne pas être sous la contrainte d'investisseurs, etc., ça nous permet de développer avec ces premiers vignerons l'outil idéal pour leur métier. Voilà, j'ai fini, mais je passe la main. Merci. Oui, j'ai mon nom encore. Voilà. Bon, bonjour à tous. Donc on va changer un petit peu de registre. Moi, je suis très heureux de vous présenter Mon Beau Terroir.
qui est un service qui permet de réserver des visites dégustation chez des producteurs locaux, donc à la ferme et dans des vignobles. Donc vous avez peut-être déjà essayé pour une sortie en famille ou une activité entre copains de réserver une visite chez un vigneron ou chez un éleveur. Et à moins que vous ayez des connexions ou que vous ayez quelques bonnes adresses, en général, ça se résume à une séance de phoning un peu fastidieuse et pas toujours très probante en termes de résultats. Parce que l'offre existe, mais elle n'est pas toujours très bien structurée et en général difficile d'accès. Donc, en creusant ce point, on s'est aperçu, en développant Mon Beau Terroir, qu'il y avait deux constats convergents. D'un côté, on avait des visiteurs qui, aujourd'hui, cherchent de plus en plus des activités touristiques un peu différentes, cherchent du contact humain, des choses authentiques, qui, en plus de ça, s'intéressent de plus en plus à ce qu'ils mangent, consomment différemment, en circuit court, s'intéressent à nouveau à l'agriculture. Et des gens qui cherchent ce type de visite, mais qui ont du mal à les trouver parce que l'offre est déstructurée. Et d'un autre côté, on a des producteurs qui sont tous des gens passionnés, qui font pour certains déjà de la visite ou qui souhaiteraient en faire, mais qui se retrouvent un peu démunis dans la construction de cette offre, parce que qui dit visite dit faire de la communication, avoir un site internet, gérer des réseaux sociaux, gérer des réservations. Et ils n'ont pas forcément aujourd'hui les bons outils, ils n'ont pas forcément le temps de le faire et ils n'aiment pas forcément le faire. Pour autant, si on arrive à les équiper, ce sont des choses qu'ils aiment faire. Donc avec Mon Beau Terroir, on a travaillé sur une solution qui facilite la vie à la fois aux visiteurs et aux producteurs. Aux visiteurs en rendant l'accès facile à l'offre, en leur permettant de trouver sur une plateforme tous les producteurs qui vont proposer des visites autour d'eux, en rendant aussi les choses pratiques, dans une démarche d'économie collaborative, où on va pouvoir, comme sur toutes les plateformes aujourd'hui de ce type-là, réserver, payer en ligne n'importe quand sans avoir besoin de téléphoner. Et enfin, garantir une expérience authentique avec un producteur avec qui on va passer un bon moment et découvrir des choses. Et en même temps, faciliter les choses pour les producteurs en les accompagnant dans la création de leur offre, en leur faisant gagner du temps, en les débarrassant finalement de tout l'amont un peu rébarbatif, de gérer leur com, de gérer leur logistique administrative, et de leur permettre de se concentrer uniquement sur la visite. Et enfin, de garantir quelque chose de rémunérateur en proposant des visites payantes. Et donc, Mon Beau Terroir, là-dessus, on s'inscrit comme un intermédiaire et on prend une commission sur chaque réservation qui passe par la plateforme. En termes de positionnement sur le marché, il y a aujourd'hui des choses qui existent. On a notamment dans le vin qui est en avance, le no-tourisme, un petit pas d'avance sur l'agritourisme au sens large. Donc il y a des gens qui se positionnent sur les visites dans les domaines viticoles avec des startups que vous connaissez peut-être comme Vinisos ou Rue des Vignerons. Il y a également des acteurs qui se positionnent sur l'activité au sens large, comme peut le faire Airbnb avec Airbnb Experience ou des startups comme Rendez-vous chez nous, qui proposent de l'activité avec des prestataires locaux, mais sur tout un tas de sujets. Et il y avait personne sur le terroir au sens large, et donc c'est là qu'on vient se positionner. Il y avait également des choses qui existaient chez des institutionnels ou dans les offices du tourisme, les chambres d'agriculture avec Bienvenue à la ferme, mais qui n'apportent pas la brique de service qu'on amène aujourd'hui aux producteurs. Le tout dans une période où on a quand même un nombre croissant de producteurs qui sont connectés, des consommateurs qui sont de plus en plus habitués à des usages de type marketplace, comme avec Airbnb, Doctolib, et puis tout ce qui a été cité avant, et des gens qui recherchent de plus en plus des expériences authentiques. Donc on arrive avec une offre qui est un accès facile à un tourisme de qualité dans les fermes et dans les vignobles. Alors concrètement, comment ça marche ? On a une plateforme sur laquelle sont référencés les producteurs sélectionnés et partenaires de Mon Beau Terroir. On peut faire une recherche géographique. On va voir les producteurs qui proposent des visites autour de soi. On peut affiner par type de produit du terroir, par localisation, par date. Et quand on rentre sur le profil d'un producteur, on a accès à une fiche avec des photos de l'exploitation qui mettent en valeur le travail de l'exploitant, un descriptif de l'exploitation, là où les visites qui sont proposées avec les caractéristiques de durée, de prix, etc. Les produits qu'on va pouvoir également acheter sur place si on le souhaite après la visite, et la situation géographique. Et quand on clique sur une visite, on accède à un module de réservation où on peut sélectionner le nombre de participants, d'adultes, d'enfants. On a accès uniquement aux créneaux qui sont déverrouillés par le producteur pour les visites. On finalise sa réservation, on paye en ligne, et la visite ne sera confirmée que lorsque le producteur valide finalement la visite. Et à ce moment-là, producteurs et visiteurs reçoivent un petit récap par SMS avec la date de leur visite, l'heure, l'adresse, en général un petit complément d'infos pour accéder, parce que ce n'est pas toujours dans des endroits évidents d'accès.
La visite se fait et à l'issue de la visite, nous, chaque mois, on reverse au producteur le montant des visites qu'il a fait au cours du mois. Donc on est 2 cofondateurs aujourd'hui, Thomas et Antoine. On a des parcours agri et agro. Pour l'anecdote, on s'est rencontrés dans la Marine nationale en année de césure comme officier chef de quart, ça n'a rien à voir. Et après, on a eu des parcours dans le milieu agricole et viticole. Aujourd'hui, pour info, on recrute notamment des stagiaires en web marketing et également en relations producteurs et sourcing de producteurs, et également en développement commercial, si parmi vous, il y a des étudiants que ça intéresse. Et où on en est aujourd'hui, on a une 50aine de producteurs partenaires sur la plateforme, avec environ une centaine de visites différentes disponibles. On est présent en Rhône-Alpes, qui a été notre région de lancement, et en Pays de la Loire, qui sont finalement aujourd'hui nos 2 régions pilotes et qui nous donnent un ancrage dans l'Est et dans l'Ouest pour poursuivre le développement. On a bouclé une levée de fonds qui va nous permettre justement d'avancer au mois de juin. Et puis on est incubé au Welcome City Lab à Paris, qui est un incubateur spécialisé dans le tourisme, et au Village by CA à Nantes, qui nous permet d'avoir un pied dans l'agriculture, qui sont finalement aujourd'hui nos 2 pieds, le tourisme et l'agriculture. Et donc les enjeux pour la suite, c'est de continuer à nous faire connaître du grand public, de commencer à travailler également l'aspect B2B, qu'on a peu travaillé pour l'instant, c'est de se faire connaître auprès des agences de voyage, des offices du tourisme, des comités d'entreprise, et évidemment poursuivre le développement en Rhône-Alpes et en Pays de la Loire, mais également de commencer à nous ouvrir plus massivement à toute la France. Voilà. Donc les retours sont très positifs, que ce soit de la part des visiteurs ou des producteurs qui ont pu expérimenter des visites ces derniers mois, mais également de tout l'écosystème, où on observe que c'est vraiment des sujets qui sont dans l'air du temps aujourd'hui, que ce soit de la région, des régions, des départements, des institutionnels, des offices du tourisme, de la presse. C'est un sujet, l'agritourisme et le no-tourisme, qui aujourd'hui rencontre un accueil très favorable. Donc en conclusion, on est dans une démarche aujourd'hui innovante qui vise à faciliter l'accès à un agritourisme et un no-tourisme qui existe déjà, mais à le structurer, à garantir également une offre de qualité, que ce soit pour les visiteurs comme pour les producteurs, et également à créer de la valeur au sein du monde agricole. Voilà. Donc aujourd'hui, on est persuadé qu'il y a un certain nombre de fermes et de domaines viticoles qui veulent valoriser un potentiel touristique. Beaucoup d'amateurs qui aujourd'hui s'intéressent à ça et recherchent des visites de ce type-là. Et donc on veut faire aujourd'hui émerger une nouvelle offre touristique et créer un leader de l'expérience de terroir. Voilà. Merci de votre attention. Bonjour, je vais vous parler de Locomiam. Pour l'histoire, du coup, moi j'ai beaucoup voyagé. J'ai été du coup beaucoup sensibilisé au circuit court dans de nombreux pays, des pays qui ont montré l'intérêt des circuits courts. Je pense notamment au Japon et certains pays d'Afrique où je dirais plus de 50% de l'approvisionnement alimentaire se fait en circuit court. Les États-Unis ont connu, au niveau de la vente directe, ça a triplé en 10 ans. Donc voilà, je suis revenu en France après, je me suis un peu baladé dans l'optique de m'approvisionner en direct du producteur, dans des zones que je ne connaissais pas forcément. Et du coup, j'ai eu pas mal de problèmes, ce qui m'a fait penser à l'idée de Locomiam. Alors les problèmes, le constat, que ce soit au niveau du coup des consommateurs que des producteurs, hein, c'est une vraie problématique de visibilité et d'accessibilité des produits. Concrètement, aujourd'hui, pour beaucoup de ventes directes, ça se résume à trouver un panneau en bord d'une départementale. Et quand bien même, je dirais, on l'a trouvé, ça peut être porte close parce que c'est voilà, des horaires limités, voire même très, très limités. Donc du coup, pour répondre à ce problème, l'idée c'était vraiment de faire d'abord une cartographie des circuits courts, donc là sur la Loire-Atlantique, mais sur le territoire national à terme. Et puis, pour rendre du coup, je dirais, les produits plus accessibles, c'était vraiment de trouver... on identifie 3 acteurs qui ont tous à y gagner, le producteur, son client existant, et du coup le client qui n'y a pas accès aujourd'hui parce que, d'où les problèmes de visibilité et d'accessibilité. Du coup, le producteur, lui, notre plateforme, en gros, c'est une mise en relation pour faciliter l'entraide entre voisinage, pour rendre les circuits courts plus accessibles. Donc le producteur va proposer en fait à son client existant de mutualiser son trajet, d'annoncer ses trajets quand il se rend sur son point de vente, pour proposer à ses voisins de rapporter les commandes pour les voisins qui ne peuvent pas se déplacer et qui n'ont pas accès à son point de vente aujourd'hui. Donc pour le producteur, c'est concrètement je dirais ouvrir sa zone de chalandise, toucher des personnes qui ne touchent pas aujourd'hui. Et pour le consommateur, c'est un moyen pratique, interactif, de créer aussi du lien social
et je dirais d'optimiser son trajet parce qu'il a aussi cette démarche éco-responsable dans son approvisionnement. Concrètement, ça fonctionne comment aujourd'hui ? Un client qui se rend chez son producteur peut annoncer sur notre plateforme son trajet. Alors, il est visualisé sur notre carte. Alors, c'est souvent, on va dire, à l'endroit où il peut mettre à disposition la commande qu'il va rapporter pour ses voisins. Donc, on peut imaginer son domicile. Du coup, je dirais ce point, on va l'appeler le point de collecte collaboratif, il est visible de tous nos utilisateurs, qui sont donc des personnes vivant à proximité, qui peuvent en profiter pour passer commande. Et du coup, quand nous, on met en relation ces 3 acteurs, et quand la personne va se rendre chez son producteur, va récupérer en partant la commande de ses voisins, et ses voisins, en fait, viendront les chercher à son domicile sur des horaires qui ont été prévus à l'avance, et qui pourraient être des horaires du coup plus pratiques pour ses voisins qui n'avaient pas accès à l'offre du producteur à la base. Au niveau de ce qui se fait aujourd'hui, on a pas mal d'offres paniers qui existent. Alors, par contre, il y a encore des horaires un peu contraignantes. Il y a des points de collecte précis qui ne sont pas forcément tout le temps, je dirais, proches de votre lieu d'habitation ou votre trajet travail-maison. Donc nous, on apporte en fait une facilité au niveau dernier kilomètre. Concrètement, aller chercher chez son voisin à 600 mètres, ça sera plus pratique qu'à un autre point de la ville. Il y a aussi des offres qui ont, je dirais, une multitude de points de collecte ou alors qui font des livraisons à domicile. Alors là, nous, je dirais qu'on garde un lien social quand même entre le producteur, son client, et entre les clients voisins qui s'entraident. Et on a une certaine flexibilité parce que sur des zones hyper centrales, si on prend la ville de Nantes, forcément, il y aura une amplitude horaire assez pratique. Sur du rural, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il faudra être disponible aux horaires qui sont prévus à la livraison. On nous compare souvent à Shopapop. Alors, Shopapop, c'est plutôt sur la ville de Nantes. Je ne sais pas s'il y a un équivalent à Angers. Mais du coup, font ce qu'ils appellent la livraison collaborative. Nous, on y voit quand même une différence parce que Shopapop, on part bien d'une demande de livraison sur laquelle un livreur collaboratif se greffe. On va dire prend le job. Nous, on part bien de l'offre. On est comme sur du covoiturage. C'est une offre de mutualisation d'un trajet qui est existant dans tous les cas, sur lequel des demandeurs, des acheteurs peuvent se greffer. Donc, c'est une offre qui marchera aussi bien, sera aussi bien une offre citadine que dans le rural, parce que dans tous les cas, le trajet, il est existant. Donc, Shopapop en mode rural, allez demander une livraison si vous habitez un lieu qui n'est pas très accessible, c'est pas certain qu'on vous trouve un livreur pour la faire. Au niveau du business model, l'idée c'était quand même de valoriser la production des producteurs, donc le prix juste. Donc c'est un service qui leur est rendu gratuitement. On a décidé du coup de faire payer le consommateur final. Donc c'est tout simplement une majoration du prix du produit, du prix de vente directe, qui permet de faire vivre la plateforme. Ça demande du volume, mais on est quand même sur une marge au coût variable qui est, je dirais, comparable à ce qui se fait dans des business models de même niveau. Ça demande quand même beaucoup de volume. Et du coup, une récompense livreur, parce que même si beaucoup de livreurs aujourd'hui le font gratuitement, parce qu'ils aiment bien la démarche éco-responsable, ou alors ils veulent juste soutenir leurs petits producteurs, ils se disent, bah voilà, moi ça me coûte rien de plus, je le fais gratuitement. Mais sinon, nous, comme du covoiturage, on va proposer une indemnité, une récompense, pour que tout le monde y gagne et pour que ça soit, bah voilà, moi je fais un geste pour mon voisin, pour mon producteur, mais du coup ça me permet également de rembourser un peu mes frais de transport ou alors d'avoir mon propre panier à moitié prix. Le plan de développement, au niveau, je dirais, du recrutement de ces livreurs collaboratifs ou voisins collaboratifs, ça peut aussi bien venir du producteur qui, du coup, fait un peu la demande à ses clients de dire bah, tiens, tu viens chez moi tous les semaines, tu voudrais pas poster ton trajet sur le Comiam et voir si tu n'as pas des voisins qui seraient intéressés pour que tu leur amènes des commandes. Ou aussi bien le client qui dit bah, tiens, à son producteur, t'es pas sur le Comiam, je connais cette plateforme, moi ça me dérangerait pas de ramener tes produits à des voisins qui n'ont pas accès à tes produits. Donc voilà, on a, je dirais, 2 tunnels d'acquisition. Et puis après, voilà, ce livreur, une fois qu'il a posté son trajet, il a tout intérêt et il peut communiquer auprès de ses voisins. On peut imaginer un système de parrainage.
ou alors également de la communication au niveau de réseaux sociaux où aujourd'hui il est assez facile de faire de la géolocalisation. Donc nous on va repérer en fait des offres de mutualisation de trajet et on va pouvoir un peu faire de la publicité dans cette même zone d'habitation. Ce petit logo c'est plus pour je dirais la viralité au niveau de l'information. On répond aujourd'hui à beaucoup de critères, que ce soit public, politique. Je dirais que les circuits courts, l'alimentation en direct du producteur, c'est quand même un sujet qui fait beaucoup parler aujourd'hui et qui est à la mode, si je puis dire. Donc, on espère un relais, et on a déjà un relais assez important à tous les niveaux, comme la presse. Et ce dernier, c'est qu'on veut vraiment créer une plateforme, un réseau social, une plateforme où on met en avant, du coup, je dirais, ces ambassadeurs circuits courts, avec un peu de gamification, où on peut imaginer, du coup, c'est l'ambassadeur du quartier au niveau des circuits courts qui a ramené 10 paniers pour ses voisins, qui a permis d'économiser certains kilos de CO2. Donc voilà, il y a plein de choses à imaginer pour rendre l'outil interactif. Voilà notre feuille de route. Donc c'est quand même quelque chose qui est très récent. On s'est associé, on est 2 associés depuis mars 2007. On a fait des tests sur l'été et une plateforme qui est vraiment en ligne depuis le mois de septembre. Donc on est en phase d'expérimentation sur la Loire-Atlantique. Comme je l'ai dit au début, c'est vraiment aussi une cartographie de tout l'existant pour inciter les gens à plus se déplacer, parce que moi ça a été mon problème quand j'étais sur la route à essayer de trouver ces producteurs. Donc au niveau du développement, on va commencer comme ça. On va faire des cartographies, représenter tous les ventes directes qui existent, les circuits courts existants. Du coup, on va avoir des premiers utilisateurs qui vont utiliser notre application pour trouver leurs producteurs. Et eux, après, on va pouvoir les sonder, on va pouvoir leur proposer, maintenant que vous utilisez notre plateforme pour trouver vos producteurs, est-ce que vous ne voulez pas mutualiser vos trajets pour faire cette livraison collaborative? Donc voilà, Pays de la Loire, Bretagne. Prévu d'aller après plus dans les régions du sud qui sont, je dirais, déjà très développées en termes de circuits courts. Donc voilà, pour finir, c'est un petit pied d'appel aussi, parce qu'on est sur Angers aujourd'hui, mais alors on est présent que sur la Loire-Atlantique, donc c'est un peu dommage, parce que du coup, vous allez pouvoir aller sur l'application, vous ne trouverez pas grand-chose autour d'Angers. C'est aussi un petit appel du pied, je dirais, au niveau des collectivités, des chambres d'agriculture. Nous, on a besoin de support, on a besoin de relayer informations, aussi bien au niveau des utilisateurs de notre plateforme qu'au niveau des producteurs. Donc voilà, nous, on aimerait bien remplir cette carte, être présent sur tous les pays de la Loire assez rapidement. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle présents, des collectivités, mais on aimerait bien un peu de support à ce niveau-là. Et sinon, voilà, c'est vraiment, je pense que c'est une thématique et des valeurs d'actualité. Les gens demandent beaucoup de consommer de façon plus locale, plus responsable. On parle beaucoup d'environnement aussi. Les circuits courts aujourd'hui, je pense que la logistique et les transports, c'est un petit peu le point noir quand même du circuit court. Donc c'est vraiment celui auquel on s'attaque. Donc voilà. N'hésitez pas, allez-y. Merci à vous quatre. On va passer, on a démarré un peu en retard, donc on va continuer quand même sur les questions. Je suis désolé pour le prochain pitch qui suit, mais on va un petit peu déborder. On va profiter de ce temps-là quand même. Si vous avez des questions, pour les poser, pour approfondir éventuellement des questions d'ordre technique, business model, qu'est-ce que vous recherchez? À vous la parole. Bonjour, j'ai une question pour WeFarmUp, à savoir la répartition entre parmi les 7500 membres, quelle est la répartition entre les locataires et propriétaires? Oui. Alors sur les 7000, j'ai pas les chiffres là comme ça, mais en fait on a quand même beaucoup de locataires. Et nous, ce qu'on cherche sur les 4500 matériels, en fait, ça c'est les comment on appelle ça? C'est les propriétaires qui ont déposé le matériel. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment à améliorer cette offre-là, en fait, et de pouvoir avoir beaucoup plus de personnes. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'un agriculteur peut être et à la fois locataire et à la fois propriétaire. Donc en fait, sur ces 7000, il n'y a aucun agriculteur qui a zéro matériel. Il y en a qui ont en commun, il y en a qui ont en CUMA, il y en a qui ont du matériel qui se font prêter, mais on a toujours quand même un matériel ou deux et qui n'est pas forcément utilisé tout le temps. Donc au final, ces 7000 personnes sont potentiellement des propriétaires de matériel. D'accord, merci. Voilà. Et j'avais juste une autre question.
Pour Mon Beau Terroir, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le visiteur regarde sur le site et aille directement dans la ferme sans passer par la plateforme? Alors, il y a toujours un risque, mais l'idée de Mon Beau Terroir, elle est à la fois de simplifier la démarche pour le visiteur. Aujourd'hui, quand tu vas dans une ferme, c'est pas sûr d'arriver au bon moment. Ça peut être la traite, le producteur, l'exploitant, il peut être parti faire autre chose. Ce dont ont besoin les exploitants, comme beaucoup de professionnels, c'est juste de pouvoir s'organiser. Et la plupart de ceux qui font des visites aujourd'hui, avec nous, ils n'ont pas du tout envie d'avoir des gens qui arrivent à l'improviste. Tiens, toc toc, est-ce que je peux visiter? Parce que un exploitant, il a un métier. Et son cœur de métier, c'est pas guide touristique, c'est exploitant. Donc, il est prêt à ménager du temps pour ça. Mais plus il va l'organiser, plus il va gagner en efficacité. Et justement, un service comme Mon Beau Terroir, ça permet de lui l'aider à cadrer cette activité. Et en même temps, un visiteur, c'est la garantie que je ne vais pas aller dans une ferme pour rien, parce que je vais arriver à un moment où personne n'est dispo, et donc j'aurais fait un quart d'heure, une demi-heure de voiture pour rien finalement. Et puis j'ai une autre question. Comment sont fixés les prix des visites? C'est le même prix pour toutes les fermes ou... Non, c'est chaque producteur fixe son prix. Alors on va travailler l'offre avec lui, le contenu de la visite, le niveau de prix en fonction de ce qu'il offre, et pour être cohérent dans une zone et puis d'un producteur à l'autre. Donc c'est aussi l'intérêt d'une plateforme comme la nôtre, c'est d'avoir un référentiel et de pouvoir l'aider à choisir son prix. Maintenant, on part toujours du prix du producteur, et nous on rajoute une commission qui est portée côté client. Donc le producteur touche toujours le prix qu'il a décidé pour sa visite, pour le nombre de personnes, et nous on va rajouter notre com là-dessus. Ok, merci. Oui, question pour WeFarmUp. Est-ce que vous pouvez préciser, si j'ai bien compris ou mal compris, mais sur la plateforme, on a donc une inscription de tous les matériels proposés par les propriétaires. Tout à fait. Mais est-ce qu'on peut consulter aussi les demandes émanant des... Alors, les demandes, en fait, c'est plus les agriculteurs qui nous appellent directement. Nous, on a une équipe dédiée vraiment aux recherches. Donc nous, on a la société à Toulouse. Du coup, en fait, si vous voulez, c'est toute une équipe qui est en train qui prend la recherche de la personne, et qui, à travers ces 7000 personnes, en fait, les agriculteurs n'ont pas forcément eu le temps de déposer le matériel parce qu'il y avait la moisson ou pour X raisons. Et en fait, le matériel existe. Le matériel est juste pas visible. Donc nous, on va solliciter les gens qui sont à proximité, par plusieurs processus de recherche. Et nous, ce qu'on se donne comme objectif, c'est vraiment de donner une réponse en 48 heures. Quand c'est un besoin qui est vraiment parce que je suis en panne ou parce que je veux tester un matériel assez rapidement parce que j'ai vu la météo et qu'il fait beau, il faut qu'on soit super réactif aussi. Donc notre équipe l'est, et voilà. Et là, on trouve le matériel comme ça. Donc non, les demandes ne sont pas visibles, mais les gens souvent nous appellent. Ils ont quand même besoin d'avoir ce contact-là. D'accord, donc c'est vous qui faites la recherche en fait pour le compte du client. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment est concentrée la demande? Est-ce que la loi des 20-80 se vérifie? C'est-à-dire, est-ce que la proportion des 80% des demandes représentent 20% des matériels, quoi? Est-ce qu'il y a cette les demandes de matériel souvent sont assez, sont des demandes vraiment parce que l'agriculteur a vraiment envie d'essayer le matériel. Donc souvent le matériel on le trouve, les locations se font justement après. Après il faut juste voir le temps et le planning du propriétaire, parce que c'est quand même le propriétaire qui est prioritaire, c'est son matériel, il fait ses travaux. Après, il y a une flexibilité vu qu'ils ne sont pas très loin aussi. Mais en général, oui, toutes les demandes arrivent à aboutir. Quand c'est du matériel un peu technique, un peu spécifique, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut qu'on Ah non, c'était la nature du matériel demandé. Excusez-moi. Non, c'est assez variable. Ça dépend de la saisonnalité également et les régions. Au sud-ouest, on va avoir beaucoup de grandes cultures. Normandie, ça va être aussi du matériel d'élevage. Après, ça va dépendre un petit peu aussi du climat et là où est l'agriculteur. Il peut y avoir, on a quand même essentiellement des tracteurs, on a tout ce qui est outils du sol, semoirs, tout ce qui est semi-direct, les gens ont envie d'essayer. Donc c'est vrai que la location est vraiment une passerelle peut-être avant l'achat aussi. Donc ça leur permet d'essayer du matériel, donc c'est assez varié. Ouais. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Devant. Oui, Madame Delpy. Oui, bonjour, j'ai une question pour Weiner. Je voulais savoir quels étaient les avantages par rapport à des logiciels développés comme Isagri, etc. Parce que c'est quand même un secteur qui est déjà bien pourvu, donc c'est pour ça que je me demandais quelle était la différence. Alors effectivement, ce qu'on rencontre sur le terrain, c'est que les clients ont soit Isagri, soit ils n'ont rien.
Et on s'était positionné surtout à la base sur les 50% qui n'avaient pas de logiciel, en se disant qu'avec les contraintes augmentant, on allait pouvoir gagner cette part de marché-là. Et finalement, Isagri pourrait continuer son chemin. Alors Isagri, pour bien les situer, ils sont quand même beaucoup plus gros que nous, hein. Ils doivent représenter 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, on est des moustiques à côté. Et les clients nous choisissent aussi pour ça. Et c'est arrivé qu'on remplace Isagri chez des clients. Parce que Isagri, c'est souvent un modèle économique assez compliqué à comprendre pour les clients, où ils ne savent pas ce qu'ils payent à la fin de l'année. Il y a beaucoup de modules, beaucoup de choses à acheter. On a un petit problème de traçabilité des fois entre les outils, c'est-à-dire qu'entre deux modules Isagri, il faut parfois ressaisir. Donc les clients, c'est vrai que quand ils voient notre outil en se disant « Ah, je peux tout faire avec cet outil-là », ils se disent « Tiens, c'est certainement une bonne solution et j'ai envie de leur faire confiance ». Donc on est... mais par contre, on reste une solution complémentaire, c'est-à-dire qu'Isagri, on ne va pas leur manger des parts de marché. Enfin, on les touche à peine, hein, c'est pas... Et comment ça fonctionne sur votre système? C'est-à-dire que tout est manuel, c'est retranscrit manuellement, ou vous allez chercher des informations de façon automatique? On peut aller chercher des informations de façon automatique, mais on se rend compte que les vignerons ont déjà pas mal... travaillent déjà beaucoup avec notre outil, c'est-à-dire que quand ils font une vente, nous par exemple on a une caisse électronique pour les salons, bah, quand ils font une vente, automatiquement c'est reporté dans l'ensemble des logiciels, c'est reporté dans les stocks, ça sort à la compta. Des fois on peut aller chercher aussi les relevés bancaires, on fait des exports comptables, donc on a effectivement un certain nombre d'interfaces qu'on veut ouvertes, hein, c'est-à-dire que nous on n'est pas brimé sur les formats, d'où le WXF, pour justement pouvoir intégrer le maximum de données possibles et pouvoir ressortir le maximum de données. Notre valeur, finalement, c'est cette base de données ouverte. Oui, aussi une question alors pour WeFarmUp, pour commencer, si j'ai le droit d'en avoir deux. Vous n'avez pas du tout parlé des ETA, et comme vous avez cité toutes les plateformes de réservation en ligne, etc., il y a de plus en plus des remarques autour de gens qui proposent des locations d'appartements qu'ils n'habitent en fait jamais et qui détournent un peu le système. Est-ce que là, il y a aussi des entrepreneurs qui peuvent déposer du matériel, et est-ce que c'est rentable ou pas pour eux? Et quels moyens un agriculteur de refuser la location d'un matériel parce que il fait beau 2 jours et donc du coup, non, là, désolé, je peux pas te le prêter finalement. Alors, il y a plusieurs questions. Du coup, la première, là, la prestation, on va le lancer, là, on le lance en fait maintenant sur le site. Le but, c'est vraiment qu'un entrepreneur puisse avoir une visibilité sur notre site, proposer ses services, proposer ses prestations. Souvent, les entrepreneurs ont une spécialisation. Il y en a qui vont faire de la fenaison, d'autres grandes cultures, des choses comme ça. Donc, le but, c'est de le mettre en avant, d'avoir une e-réputation. Il va pouvoir aussi, du coup, avoir des avis sur ses prestations. Les locataires vont pouvoir louer le nombre d'hectares qu'ils ont besoin, etc. Donc au final, un entrepreneur peut également aussi louer son matériel, parce qu'il y a quand même des chauffeurs, ça coûte. Une charrue qu'il a dans son entreprise peut très bien être louée sans chauffeur. Donc il a vraiment les deux cas de figure là-dessus. Je ne sais pas si ça répond du coup à votre question, la première. Et la seconde, du coup, vous pouvez me la redire, c'est vrai. C'était notamment autour des moyens de refuser. Oui, voilà. Alors là, en fait, la flexibilité, c'est que souvent, les locations sont assez rapides. Je veux dire, c'est du lundi pour le jeudi, parce que justement, on a vu que la météo, il faisait beau. Ben oui, on a envie d'aller sortir la moissonneuse. Donc c'est là où les demandes vont être assez proches. Donc nous, il faut qu'on soit super réactifs là aussi. Le propriétaire peut refuser ou valider tant qu'il souhaite. Mais c'est vrai que si on l'appelle, monsieur, il y a 10 000 € à gagner, est-ce que vous êtes prêt à décaler peut-être vos jours de 2-3 jours? Voilà, c'est rare qu'ils disent non plus. Voilà, on leur apporte quand même là-dessus. Juste une question de compréhension pour le Comiam. Ce que j'ai compris, c'est si moi je vais chercher mon vin chez un viticulteur, l'idée de l'application, c'est que je peux proposer à d'autres d'aller prendre du vin chez lui. Et est-ce que dans l'autre sens, si mon viticulteur vient me voir pour me déposer du vin, est-ce que ça aussi c'est visible pour les autres pour dire ah bah tiens, est-ce qu'il pourrait en ramener un peu plus pour te déposer chez toi? Ouais, complètement. Alors on n'y a pas vraiment pensé pour en faire un 4e profil, mais c'est-à-dire qu'un viticulteur aujourd'hui pourrait très bien aller sur notre plateforme et puis annoncer un trajet comme un voisin en son nom. Mais bon, pourquoi pas? D'ailleurs c'est intéressant, faudrait leur proposer.
voilà, on est là aussi pour aller chercher des idées. Bien, je pense qu'on va devoir conclure parce que le temps passe. On pourrait rester longtemps, donc je vais devoir arrêter la séance des questions. Mais je vais en poser moi une dernière. Au moins j'ai le droit de faire ça. Aujourd'hui, ESA Connect 3e édition. J'avais une question donc, à chacun de vous en une phrase. Me dire, voilà, dans un an, on se revoit. Pareil, ESA Connect 2018. Vous avez un vœu à réaliser pour votre entreprise. Lequel souhaitez-vous qu'il soit réalisé ? Je dirais être sur le territoire national parce que aujourd'hui c'est un peu, alors je l'ai bien fait comprendre qu'il fallait du volume pour pouvoir exister et puis comme ça on pourra aussi imaginer des voisins qui vont dans le Périgord pour le week-end et qui ramèneront du foie gras dans les pays de la Loire à leurs voisins le dimanche soir. Pourquoi pas quoi. Moi, ça va pas être très original. Je suis un peu sur les mêmes problématiques. Donc, effectivement, c'est la couverture du territoire. Donc, ça serait d'avoir entre 300 producteurs dans un an. Ça serait un bel objectif. Ouais. Alors, nous, de notre côté, chez Winer, alors, vous avez vu, on n'a pas beaucoup de clients. On en a 20. C'est renverser Isagri. Ah oui, tout à fait. Racheter Isagri. Et accessoirement, c'est ces 20 clients, si on les a conservés, s'ils sont très contents de la solution, on sera les plus heureux. Et comme je vous disais, on se donne 5 ans. Donc déjà, contenter les 20 premiers, ça nous suffit, ça suffit à nous combler. Nous, WeFarmUp, ce qu'on souhaite, c'est vraiment pouvoir donner l'accès à la machine agricole à tous. Donc, c'est vraiment pouvoir connecter tous les hangars en France, à l'international. Il y a des choses à faire. Il faut que les gens acceptent de louer son matériel. Donc, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est de pouvoir répondre à toutes les recherches de matériel et satisfaire tout le monde. Très bien, merci. Effectivement, je pense que vous pouvez les applaudir. Voilà, je vais laisser la parole à mes...